Bonjour, je m'appelle Amine Prunier, fière coq-bloqueuse professionnelle de fuckboy et autres narcissiques, et par ailleurs fondatrice de Time to Bloom, podcast et coaching en épanouissement personnel par le yoga. Je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode du Time to Bloom podcast, l'émission qui n'a qu'une ambition, te voir te sortir et guérir de ta relation toxique et de te voir bloomer, de te voir rayonner. Bim! Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une femme profondément inspirante, une consoeur namasté qui, à ma connaissance, est la seule du game à avoir également choisi de dédier son enseignement aux femmes dans l'emprise d'une relation toxique ou aux prises de syndromes post-traumatiques conséquents aux violences domestiques qu'elles ont subies. Peut-être la connaîtras-tu déjà pour avoir déjà pris des cours avec elle, ou peut-être pour avoir vu son nom dans la presse, son histoire ayant été médiatisée, et pour cause, son ex, que je me retiens d'injurier au passage, avait une certaine notoriété. Je précise que si j'en parle, c'est simplement pour dire combien, à mes yeux, Marie Truchot est une source énorme d'admiration. Pour moi, c'est une warrior qui mérite qu'on lui fasse une courbette, littéralement. Parce que non seulement la violence qu'elle a subie, je sais même pas comment le dire, enfin, c'est tellement innommable, justement, que du coup, j'en perds mes mots. Enfin, ça n'a rien à voir avec l'expérience que moi j'ai eue, même si, bon, on compare pas les degrés de violence et de trauma et machin, c'est pas l'idée, mais bon, quand même, ce qu'elle a vécu, c'est quand même autrement plus difficile que ce que moi j'ai traversé. Quand je vois les séquelles que moi ça m'a laissé, je suis juste admirative. D'autre part, en plus de par la notoriété de son ex, il avait l'ascendant de la popularité avec tout ce que cela implique. Et pourtant, malgré les ragots et le backlash, Marie s'est défendue et a obtenu justice. Et pour ça, franchement, vraiment, chapeau bas. Son ex a été condamné le 5 juillet dernier à 4 ans d'emprisonnement, dont 1 avec sursis pour violence conjugale, séquestration et menace de mort envers 6 de ses anciennes compagnes, dont Marie. Et pendant ce temps-là, elle est sur le point de lancer la nouvelle version de son programme Recharge, qui est sorti pour la première fois il y a 4 ans et qui est déjà un succès, mais qu'elle a encore amélioré pour une meilleure expérience pour ses élèves. Voilà, je suis très honorée de porter sa voix dans mon humble émission et j'espère que tu auras autant de plaisir à écouter notre conversation que je n'ai eu à interviewer la douce warrior Marie Truchot. Bonne écoute! Donc, l'introduction, je l'enregistrerai en post-prod. Du coup, on peut attaquer directement dans le vif du sujet avec la question toujours la plus difficile en interview. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, te présenter? Salut Hermine, je m'appelle Marie Truchot, j'ai 32 ans. Je suis professeure de yoga depuis 2019 à Paris et en ligne, du coup, via un programme de yoga en ligne et un studio de yoga en ligne. Je suis aussi la maman d'une petite fille qui va bientôt avoir 3 ans. Ok, et du coup, est-ce que tu peux faire un peu plus tes présentations namasté? Je linkerai dans les sources de l'épisode ta vidéo YouTube « Comment je suis devenue prof de yoga » où tu racontes un petit peu tout ça, toute la réponse à cette question, mais en quelques mots. Pourquoi avoir eu envie de t'essayer à cette pratique et de l'enseigner? Au tout début de ma relation avec le yoga, si je me suis mise à faire du yoga, c'est parce que je faisais de la danse quand j'étais plus jeune, donc au conservatoire, voilà. Et je me souviens très bien qu'à l'époque de l'adolescence, même si j'étais pas capable de le formuler, ça m'aidait à traiter mes émotions. Vraiment, c'est ce qui était un peu ma soupape de sécurité et qui me permettait de souffler dans une semaine où j'avais pas pu gérer tout ce qui se passait dans ma vie d'adolescente. Mais quand je suis arrivée à Paris, j'étais étudiante et j'ai rapidement eu une mauvaise hygiène de vie. J'ai arrêté toute activité physique et globalement, moi, et j'imagine qu'il y a d'autres personnes pour qui ça arrive, quand j'ai du mal à traiter mes émotions ou que je les ignore ou que je me mets pas un peu face aux problèmes, j'ai tendance à tomber dans des excès, donc de fumer, de boire de l'alcool, de sortir en soirée beaucoup trop longtemps pour oublier
ces émotions qui sont parfois douloureuses. Et ça m'est aussi arrivé d'avoir des comportements à risque de prise de drogue quand j'étais plus jeune à cause de cette non-gestion des émotions. Donc, je savais qu'il fallait absolument que je retrouve un contact avec le mouvement pour gérer mes émotions. Et je me suis mise au yoga parce que ça m'attirait et parce que je savais que derrière, il y avait une philosophie. Donc ça a commencé comme ça. Et puis, mais c'était assez ponctuel, hein. C'était une fois par semaine, voilà. Mais c'est rapidement devenu essentiel dans ma vie quand j'ai dû sortir d'une relation toxique et super violente. En gros, de 2016 à 2018, j'ai eu donc une relation toxique et extrêmement violente avec un rappeur qui s'appelle Moa Lasquale. Et chez moi, j'étais pas en sécurité puisque je me faisais agresser physiquement. Donc, partir de chez moi et aller au yoga, déjà, c'était être en sécurité loin de la maison, avoir un temps de calme, de repos mental et physique. Et puis, c'était aussi être au contact d'une prof et d'une communauté qui était bienveillante, dans lesquelles il n'y avait pas de jugement, dans lesquelles je me sentais très bien, à l'aise. Et je remettais aussi mon corps dans une expérience physique positive. C'est comme ça que je l'appelle, dans le sens où, à la maison, oui, je vivais de la douleur, de la violence, des coups. Là, j'étais dans l'inverse. J'étais dans me faire du bien, être en bonne santé. Voilà, donc mon corps, je prenais soin de moi à travers le yoga. Et donc, ça me faisait énormément de bien. Et puis, ça me permet très rapidement de gagner confiance en moi. Donc, voilà. C'est comme ça que je me mets vraiment au yoga au début. Merci pour ce partage qui m'émeut toujours. Tu m'en avais parlé il y a longtemps de ton expérience et je dois quand même te le dire et ça me fait plaisir de le dire à voix haute dans ce micro, mais pour moi, tu es une source d'inspiration extraordinaire parce que je te trouve tellement courageuse. Enfin, voilà, je suis super touchée. Merci. J'ai pas eu le courage que toi tu as eu de te rendre face à la justice et de pouvoir nommer ton agresseur et du coup voilà, ça me touche énormément. Et je trouve ça intéressant parce que alors comparé à moi j'avais pas le yoga dans ma vie quand je traversais ma relation toxique. Je l'ai découvert après pour m'en sortir. Et donc, c'est un peu évident la façon dont ça m'a aidé pour la suite. Je trouve ça intéressant de l'avoir eu pendant et d'avoir déjà trouvé cette soupape dans un niveau de violence que moi-même je ne connais pas. Je trouve ça super intéressant et je me demande, est-ce que tu crois que ça t'a aidé à sortir de cette relation ? Absolument. En fait, je pense que ça a fait partie du déclic où je me suis dit que en fait je pouvais plus du tout rester dans cette relation. C'est un peu ce qui m'a ouvert les yeux en me permettant de voir que j'étais sous emprise, que ce que je subissais c'était plus possible, que j'étais pas assez forte aussi pour m'en sortir toute seule et que je devais peut-être demander une aide extérieure. Parce que oui, effectivement, comme je l'ai dit, j'étais entourée d'une prof, d'une communauté qui était bienveillante, donc j'entendais des paroles, des mots qui étaient inspirants. Tu vois, toutes les notions de non-violence, les enseignements du yoga, de faire attention à ce qu'on consomme au quotidien, que ce soit ses relations, que ce soit effectivement les films, la musique, parce que ça fait aussi partie des enseignements du yoga. De toute cette hygiène de vie qui doit être à laquelle on doit porter attention, d'avoir une discipline aussi de vie. On peut pas du tout avoir une discipline de vie quand on se fait taper dessus, hein. C'est la dernière des choses à laquelle on pense. Toutes ces notions en fait philosophiques du yoga, je les entendais et donc elles résonnaient, et quand je les comparais avec ma vie, je me rendais bien compte que
il y avait un souci que moi je pouvais pas appliquer ça dans ma vie tant que cette relation en fait était dans ma vie, que je me donnais pas l'amour que je méritais de me donner, le respect que je méritais de me donner en restant dans cette situation, et que c'était à moi en fait d'aller demander de l'aide et de bouger pour me sortir de ça. Et puis voilà, après dans toute sa dimension physique, au yoga, tu découvres quand même que ton corps est capable de trucs extraordinaires que tu penses pas du tout possible au début, voilà. Et donc c'est pour ça que moi j'ai un avis particulier sur les postures extraordinaires. On pourra en reparler après, mais je pense que c'est pas que mauvais, puisque parfois ça te permet aussi de reprendre confiance en toi, de découvrir que waouh, t'as réussi à faire ce truc que tu pensais absolument impossible. Tu gagnes en force, tu gagnes en endurance, et tu te rends compte que tout est possible en fait, que t'es capable. Tu te trouves un pouvoir, une puissance via ta pratique physique qui est assez extraordinaire et qui te donne l'impulsion de partir, l'impulsion de changer, une impulsion de vie en fait qui est assez forte. Donc j'avais l'impression que chaque séance de yoga que je faisais, ça me permettait de faire place libre aussi dans mon esprit, dans mon cerveau, mentalement, tu vois, de prendre du recul. Et puis, j'avais l'impression, du coup, que ça me sortait de ma culpabilité, parce qu'il y avait énormément de culpabilité dans cette relation toxique. J'étais un peu accusée de tous les maux, d'être vicieuse, d'être menteuse, d'être la responsable des coups que je recevais, voilà. Et en fait, aller au yoga, ça me faisait comme un reset mental, tu vois. Genre vraiment c'était ok, non, t'es pas du tout responsable de tout ça, casse-toi. Voilà, c'est un peu cet effet quoi. Voilà. Ouais, je suis d'accord sur les postures extraordinaires. Ça résonne aussi parce que du coup moi je me souviens, c'était pas le premier cours que j'ai pris, j'en avais pris quelques-uns avant, mais c'était pas le style qui convenait pour me plaire, mais bon, bref, le premier cours où j'ai accroché, je me souviens avoir fait Dancer Pose, Natarajasana, et être en complète hallucination de ce que j'étais capable de faire, puisque moi aussi, j'avais été tellement rabaissée dans ma relation. Pour le coup, je n'ai pas reçu de coups physiques, mais constamment mon ex me disait que j'étais bonne à rien quoi. Ouais. Donc d'être capable de faire une posture que j'estimais pas du tout à ma portée, sans trop y penser, sans réfléchir, paf, j'ai chopé mon pied et tac, j'étais dans la posture. Et c'est ouf parce que du coup à l'époque j'étais journaliste pour 20 minutes, c'était pour une chronique que j'ai assisté à ce cours, donc j'ai la chance d'avoir des photos de ce premier cours, et tu me vois dans cette posture, c'est la photo qui avait illustré l'article, mais j'ai le smile, mais comme je l'avais pas eu en 3 ans. Donc ouais, je comprends tout à fait ça. Et du coup, pour continuer sur la même idée, dans ta vidéo YouTube, tu fais allusion au fait que le yoga était le Kickstarter pour te sortir de cette galère personnelle que tu as traversée en 2019. Ouais. Est-ce que tu peux développer un peu ça, s'il te plaît ? Donc, comme je te dis, je gagne confiance en moi et je vois que mon corps est capable. Donc, je décide vraiment de quitter cette personne. Le process, il est assez long. Je le quitte peut-être 10 fois avant de réussir vraiment à le quitter. Mais en tout cas, le déclic, il est fait et je veux vraiment partir. Et en fait, je me lance dans le yoga, mais vraiment à fond, quoi, d'une manière presque extrême. Mais ça me permet d'avoir un cadre dans ma vie, notamment quand après avoir été plusieurs années sous emprise, je me retrouve complètement seule. C'est très bizarre de passer d'une relation où t'es suivi, où ton téléphone est fouillé, où t'as plus aucun droit humain, où en fait tu prends plus aucune décision, où tu dois toujours prévenir de ce que tu fais, où tu es, à quelle heure, avec qui, à toute seule. Genre tu ne sais, t'es hyper contente, t'es super libre et tout, tu te dis waouh, je respire, mais en même temps il y a cette angoisse de vide énorme
et qui est difficile à avouer au début, mais qui est réel. Enfin, c'est que tu sais plus vivre seul. Et donc je me relance dans le yoga et donc ça me supporte énormément. Ça m'accompagne dans cette fin de relation. Et puis comme je me lance à fond là-dedans, vraiment ça devient un outil de vie, une passion, enfin voilà, mon lifestyle. Et je ressens le besoin de transmettre en fait ce que j'ai appris. Donc je quitte mon travail, je quitte mon appartement, je quitte Paris et je pars me former, passer mon diplôme de prof au Mexique. Auprès d'un prof que j'estime énormément, dont j'ai déjà fait les masterclass et je veux vraiment suivre son enseignement, donc je pars là-bas. Et là-bas, j'ai l'impression que je laisse derrière moi en fait cette vie vraiment d'avant. Et où je commence mon chemin de guérison. En fait, pour ne pas dire de bêtises, à l'époque, j'ai l'impression que j'achève un truc, j'achève de quitter quelqu'un, je termine une période de vie, et voilà. Sauf qu'en fait, certes, j'achève cette relation, tout ça, mais je commence seulement ma guérison et elle va durer longtemps en fait. On guérit pas d'une relation toxique et violente d'un claquement de doigts en un mois de formation de yoga. Malgré le fait que ça aide énormément, c'est un petit peu plus long. Donc voilà. Et comme cette guérison est longue et en dents de scie, effectivement, le yoga m'accompagne pendant les années qui suivent, à plein de niveaux différents. Si au début, c'est plus effectivement, comme je te disais, dans la pratique physique, gagner confiance en soi et devenir un peu un athlète, quoi, d'avoir un corps vraiment hyper musclé, hyper fort, qui est capable, hyper souple, qui est capable de trucs incroyables. Petit à petit, j'entre dans une phase plus douce où je me forme sur le yin, où j'apprends à me donner de la douceur, à respecter un peu plus mon corps et ses intensités. Ça ouvre plein de portes en fait, et pas seulement une seule, pour traiter le stress post-traumatique qu'on finit par me diagnostiquer à la fin de cette relation, bien sûr. Et ça, c'est... le yoga, je le découvre, en plus d'avoir été ce Kickstarter pour me sortir, ce déclic pour me sortir de la relation, je le découvre en deuxième partie comme cure à mon syndrome de stress post-traumatique sévère, en fait. Parce que il faut savoir que alors que je me crois sortie de la relation, que j'ai l'impression que c'est fini, ça y est, il n'y a plus de violence, voilà, en fait... je découvre ce que c'est de vivre avec un stress post-traumatique sévère et quotidien. Donc, de pas dormir une seule nuit complète entière, d'avoir des cauchemars, d'avoir des crises ou des tocs en pleine nuit, de se relever, d'aller vérifier que la porte est bien fermée, d'être complètement déconcentré, de pas pouvoir suivre une conversation longtemps, de partir dans les pensées ou dans des flashbacks pendant la conversation et de devoir demander aux gens de répéter. Toutes ces choses en fait qui ponctuent le quotidien. Tous les comportements d'évitement, de pas repasser dans les quartiers où j'ai pu avoir des souvenirs avec la personne. Voilà, tout ça quoi. Et en fait, je commence à m'intéresser au sujet. Je découvre que effectivement, ce que je ressens moi quand je fais du yoga, c'est véridique et ça a été prouvé scientifiquement. Il y a un psychiatre américain qui s'appelle Bessel van der Kolk qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le corps n'oublie rien, qui est un des plus grands spécialistes sur le traumatisme au monde, d'ailleurs qui a ouvert un centre sur le trauma à Boston, qui lui donc a consigné en fait toutes ses études sur la guérison du traumatisme et le traitement du stress post-traumatique dans ce bouquin, donc 30 ans d'études, 30 ans de sujets, voilà, et qui met le yoga comme l'une des meilleures thérapies, parfois plus efficace que la thérapie médicamenteuse, dans le traitement du stress post-traumatique après des relations difficiles, après des personnes qui ont vécu la guerre ou des choses comme ça, quoi.
Donc, il explique dans ce bouquin, et là je comprends beaucoup mieux ce que j'ai vécu, que en fait, quand on vit une relation comme ça, aussi intense et aussi violente, le traumatisme, il s'inscrit pas seulement mentalement, il a un vrai impact physique sur le corps. Il modifie la façon dont fonctionne le cerveau, il modifie la façon dont fonctionne le système nerveux, dont fonctionne le système immunitaire. Et toutes nos réactions sont différentes. Pour changer ça, la meilleure des choses à faire, c'est certes de soigner le mental, mais parfois c'est pas possible tout de suite, ou c'est difficile de trouver la bonne approche. Mais en tout cas, de soigner aussi le corps, en fait, de remettre le corps dans ce que je disais tout à l'heure, l'expérience physique positive, où en fait, on est dans le présent, on est en train d'agir, on est en train de faire quelque chose physiquement, et donc on guérit le traumatisme de cette manière. Et le yoga, il est parfait pour ça. Donc voilà, un chemin de guérison qui est assez long, mais qui est ponctué du yoga en permanence. Et puis par cette envie, en fait, de transmettre cet outil aussi au quotidien, un peu comme toi, de montrer que, oui, le yoga, c'est une philosophie de vie, mais c'est un merveilleux outil au quotidien pour les personnes qui ont vécu des choses difficiles. Et du coup, j'en fais un peu mon sujet principal. Voilà. Oui, super. Écoute, ça m'amène directement à ce que tu m'avais dit quand je t'ai proposé l'interview, parce que je t'ai expliqué que c'était une élève et amie et consoeur qui m'a suggéré de faire l'interview avec toi, parce que c'est vrai que je te suis depuis longtemps, mais Instagram nous montre bien que ce qu'il veut. Donc je ne savais pas que tu avais pris un tournant dans ton enseignement. Et du coup, c'est Marie aussi, elle s'appelle Marie également, clin d'œil si elle nous entend, qui m'avait dit « Ah, mais tu devrais lui proposer une interview parce que elle axe son enseignement là-dessus également. » Et du coup, tu m'avais répondu, tu m'avais dit « Disons que ces 4 dernières années, j'ai développé une vision du bien-être un peu disruptive, avec un smiley qui rigole, où je me suis détachée du yoga traditionnel pour vraiment l'utiliser comme un outil de bien-être / self-love, entre autres outils. » Donc, je te donne la parole, mais au passage, quand même, je te souhaite un joyeux anniversaire de 5 ans de Beams Yoga, puisque j'ai vu juste avant de t'appeler que c'était aujourd'hui. Ouais, merci. Oui, en fait, en 2020, toujours dans cette idée, en fait, de transmettre le yoga que moi j'ai reçu et qui m'a aidé à aller mieux, et qui m'aide encore aujourd'hui d'ailleurs, enfin voilà, c'est jamais vraiment terminé. Mais dans cette idée de transmettre ça, je cherche un peu une manière de le faire, parce que je t'avoue que en tant que professeur, je trouve que les studios parisiens et enseigner en tant que jeune prof, ça me demande de respecter un cadre qui est celui du studio, et du coup j'ose pas trop arriver avec ma méthode, et genre tu vois, je me dis mais qui je suis moi, jeune prof qui a passé son diplôme il y a 1 an et demi, pour dire alors coucou, moi mon yoga il va t'aider si t'as vécu des relations difficiles et des traumatismes, enfin tu vois. Genre je me sens pas légitime, et dans ce monde du yoga hyper concurrentiel. Et du coup, le Covid arrive, le confinement arrive, et Aubaine, ça me permet de travailler un petit peu plus dans mon coin là-dessus. Et du coup, je sors un programme de yoga en ligne qui est couplé d'une retraite. Donc, le principe, c'est de partir 5 jours, vivre une retraite dans laquelle on a effectivement du yoga, des méditations, un petit peu de breathwork, du cercle de parole, et puis d'enchaîner sur le programme en ligne qui durait à l'époque 3 mois, qui contenait tout ce qu'il fallait pour poursuivre à la maison, avec en plus des audios de motivation pour mettre en parallèle les enseignements du yoga avec ta vie perso, et des méditations qui se basaient donc sur les enseignements que j'avais reçus en lisant ces livres de Bessel van der Kolk sur le traumatisme, et aussi
sur Femmes qui courent avec les loups de Clarissa Pinkola Estés, que j'ai trouvé exceptionnel. La Bible. Pour toute femme qui avait envie de reprendre confiance en elle et de s'émanciper. Surtout suite à une relation, bon, dans ce cas-là hétérosexuelle, puisqu'il y a quand même un truc de homme-femme qui était fort. Mais voilà. Donc je crée ce programme et effectivement, il a un vrai succès. Ça marche bien. J'ai un article dans la presse et j'ai de plus en plus de clientes. Donc voilà, je le lance avec fierté et tout. Mais je pense que là où j'en étais, moi, enfin disons qu'aujourd'hui avec le recul, je pense que c'est ce que je peux dire. À l'époque, je le voyais pas, mais comme j'étais au début de ma guérison, je suis pas encore consciente de tout ce qui compose mon traumatisme et de tous ces enjeux. Donc je dis à demi-mot qu'effectivement mon programme il s'adresse aux femmes qui ont vécu des relations difficiles, mais j'ose pas parler de tout ce qu'il y a derrière. J'ose pas effectivement parler du stress post-traumatique qui peut en découler. J'ose pas parler de toutes les notions féministes qu'il y a derrière, de qu'est-ce que c'est de se positionner dans un couple hétérosexuel quand on est une femme aujourd'hui, enfin toutes ces notions-là qui font partie en fait de tous ces sujets. Je pense que j'ose pas encore les aborder. Et bon, bah voilà, 4 ans après, le programme, il est en refonte en ce moment, il est enrichi, il est plus grand, il est plus intense, il est plus engageant, mais il arrive enfin à maturité, un peu comme moi, et la fin de ma guérison. Voilà. Félicitations. Donc, tu vois, c'est un programme qui a mis 4 ans vraiment à mûrir et à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Mais un peu comme moi, un peu comme la procédure judiciaire, un peu comme, tu vois, la guérison du stress post-traumatique, ça prend du temps en fait. Et voilà, il est vraiment le reflet en fait de tout ce chemin. Ouais, c'est extra, c'est la métaphore de Time to Bloom. C'est pour ça que j'ai choisi ce nom pour ma marque. C'est vraiment l'idée de la graine que l'on plante et tant du processus qui s'étale dans le temps pour développer des fleurs. Et puis quand t'as une fleur qui a bloomé, et puis t'en as une autre qui commence à germer, etc. C'est tout à fait ça. Et puis ça me parle beaucoup parce que du coup, moi, je suis en plein dans le processus de lancer mon programme également, qui est dans le même état d'esprit. Alors, j'ai confié à quelques connaissances que j'allais t'interviewer et que t'as déjà ton programme et qui marche déjà vachement bien. Et du coup, on m'a répondu, oh là là, mais t'as pas peur de lui faire de la pub et de perdre des clientes pour toi? J'ai pas du tout ce mindset-là, moi. Enfin, c'est pas que ça marche comme ça non plus. Non, pas du tout. Et puis, je serais ravie, tu vois, si j'ai des deux auditrices qui t'entendent et qui ont besoin là tout de suite, et puis ou qui se retrouvent plus dans ton discours que dans le mien. Enfin, c'est super. Moi, ce qui compte, mon désir, c'est pas tellement d'avoir du succès dans le lancement de mon programme, même si j'espère en avoir d'une certaine façon, évidemment. Mais ce qui compte pour moi, c'est que les femmes se sortent du merdier dans lequel elles se trouvent et dans lequel on est tellement... effectivement, j'apprécie que tu en aies parlé parce que c'est une vraie question féministe, parce que on est vraiment socialement élevés à nous retrouver dans ce bourbier et y rester et conditionnés à supporter tout ça. Donc non, moi je suis ravie que tu le fasses et j'aimerais qu'on soit plus nombreuses dans les studios aussi, parce que je suis d'accord avec toi, il y a cette pratique de la performance en studio. Il faut que les cours ils soient intenses, il faut que ça transpire, il faut que tu sautes dans tous les sens, dans les handstands, dans un backbend, tu reviens, jump through, jump back. Et c'est sympa, on dit pas que c'est pas sympa, on est toutes les deux rentrées dans le délire par cet aspect physique et
c'est certain que c'est chouette, mais effectivement, on a tout cet aspect de douceur dont tu parlais tout à l'heure aussi, qui est important de se donner, justement, c'est pas de la performance, on n'est pas là pour prouver quoi que ce soit, pour rentrer dans des postures comme on rentre dans des cases. Et ça manque dans les studios, et en plus, ça manque d'autant plus qu'on le sait, nous, quand on discute avec nos consoeurs, on est très nombreuses à se rendre au yoga, justement parce qu'on a des problèmes relationnels, quels qu'ils soient, affectifs. Et il y a tellement de profs, surtout des femmes, qui sont venus au yoga suite à des relations toxiques, et on sait qu'il y a plein d'élèves dans nos cours, comme c'était ton cas, qui viennent alors même qu'elles sont en train de vivre des relations difficiles. Donc c'est dommage qu'on s'autorise pas plus et qu'on nous encourage pas plus à avoir ces discours auprès de nos élèves, quoi. Ouais. Pourquoi pas même programmer un cours vraiment marketé en ce sens, entre guillemets. Ouais, franchement, je pense que en 5 ans d'enseignement, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui était venu au yoga sans chercher autre chose derrière. Parfois, ils savent pas ce qu'ils cherchent, mais personne vient au yoga juste pour faire du sport. Ouais, je suis d'accord. On vient jamais au yoga juste pour faire du sport. On vient tous parce qu'on a une très bonne raison, parce qu'on cherche des réponses, parce qu'on cherche quelque chose d'autre, parce qu'on vient digérer des émotions, parce qu'on vient oublier notre ex, parce qu'on vient, enfin je sais pas, je dis n'importe quoi, voilà, pour plein de raisons différentes, mais on vient pas juste pour faire du sport, quoi. Sinon les gens ils vont courir, et puis où ils vont, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est clair. Fitness à la salle, quoi. Mais si tu viens au yoga, c'est que tu viens chercher autre chose derrière. Enfin, la plupart des gens, en tout cas. Donc, et c'est de cette autre chose dont j'ai envie de parler maintenant, parce que du coup j'ai été éplucher aussi un petit peu ton site et j'ai vu plein de choses super inspirantes. Déjà, j'adore ta DA, mais au-delà de ça, c'était méditation que tu proposes sur ta plateforme. Donc j'ai noté le corps n'oublie rien, ça t'en est déjà un peu parlé tout à l'heure, mais n'hésite pas si tu as envie d'élaborer un peu plus. Pour l'amour de l'âme, à corps perdu, et la femme sauvage. Donc la femme sauvage, du coup, je devine que ça a un rapport avec la femme qui court avec les loups, comme tu disais à l'instant. Qui est un livre, comme je disais, je rigole en disant c'est la Bible, mais pas loin. C'est un livre qui me touche beaucoup, et dans le Time to Bloom podcast, il n'est pas rare que je parle de livres, que je cite des livres. J'adore partager un peu mes lectures, donc si tu as envie de partager un petit peu plus sur ce livre en nous parlant de toutes ces méditations, eh bien c'est avec plaisir. Et donc comme je te disais, vraiment les 2 livres, moi, qui ont, enfin il y a énormément de livres qui enrichissent mon enseignement du yoga au quotidien, mais vraiment ceux sur lesquels je me suis appuyée notamment pour créer le programme, c'est ces 2 livres là. Donc le livre Femme qui court avec les loups de Clarissa Pinkola Estés, qui est hyper intéressant, puisque elle est psychologue. Elle s'appuie sur Jung et ses théories, ses archétypes, toutes ses visions sur la femme. Et elle part du principe que les contes de notre enfance sont des leçons pour les femmes. Et que simplement on nous les a lus alors qu'on était des petites filles, donc on n'a pas vu le sens caché de ces contes. Et donc elle nous donne son interprétation, avec tout ce qu'elle peut mettre en perspective de la psyché féminine, et toutes les mises en garde en fait que chaque conte fait aux femmes. Donc je le trouve assez passionnant, surtout qu'il aborde plein de questions de effectivement la relation amoureuse toxique jusqu'à la sexualité. Et donc je trouve ça hyper intéressant d'aller explorer soi-même en tant que femme ses propres facettes dans ce livre. Je trouve que c'est un outil d'émancipation et d'exploration de soi qui est super, ce livre.
Et donc, j'ai basé plusieurs de mes méditations sur ce livre et sur des concepts partagés par son auteur. Donc voilà. Et l'autre livre, j'en ai parlé donc tout à l'heure, Le corps n'oublie rien. Livre écrit aussi par là cette fois-ci un psychiatre, mais quand même les deux les deux sont quand même branchés psycho, ce qui est drôle parce que moi j'ai jamais pu franchir la porte d'un psy au début de mon traumatisme, hein. Ça m'a mis énormément de temps avant d'aller Très voir un intéressant. psy. T'as fini par y aller du coup? Oui, mais seulement maintenant. Et en plus en faisant de l'EMDR, donc la psychothérapie classique ne m'a pas du tout convenu. En fait, ça réveillait les symptômes de mon stress post-traumatique. À chaque séance psy, je devais en parler. Ça me faisait cauchemarder. Ça me remettait dans des angoisses terribles. Et donc, à chaque fois, je repoussais la prochaine séance psy, et c'était terrible, quoi. J'arrivais pas du tout à me mettre dedans, quoi. Donc il a fallu que je passe effectivement par d'autres moyens, le yoga, la méditation, étudier mon traumatisme, étudier ma psyché féminine, étudier tout ça avant pour dégrossir, quoi. Et puis pouvoir ensuite aller plus facilement en parler, quoi. Et le MDR, du coup, ça te fait du bien? Écoute, c'est le début, mais oui, pour l'instant, j'ai l'impression que ça a réduit relativement les symptômes du stress post-traumatique. Après, je te cache pas que c'est pas la seule chose que j'ai essayé. Pour atténuer les symptômes du stress post-traumatique, j'ai commencé en même temps que le MDR une cure de microdosing de psilocybine, donc des champignons. Dit hallucinogène, c'est absolument illégal en France, hein. Voilà, je précise quand même qu'on ne pousse pas à la consommation de substances illicites, mais effectivement c'était une tentative pour voir ce que ça donnait sur un trouble qui est quand même assez lourd au quotidien, tu vois. Donc j'attends de voir ce que l'un et l'autre donnent, EMDR et cure de psilocybine. C'est pour ça aussi que je te disais que j'ai une vision du bien-être qui est relativement disruptive. Je comprends. Je comprends, comme beaucoup savent peut-être encore, parce que maintenant ça fait presque 2 ans bientôt que j'ai arrêté, mais pendant très longtemps je consommais du cannabis à forte dose. J'étais plutôt sur le macro-dosing en ce qui me concerne. mais ouais, j'ai fumé quotidiennement pendant près de 10 ans. Ouais. Et alors c'est marrant parce que il y a quelques années, je sais plus par quelles circonstances, mais je me suis retrouvée à voir mon ex au téléphone. Donc rien d'aussi terrible parce que bon, je le répète, ma relation avec mon ex c'était quand même pas aussi terrifiante que la tienne, même s'il a été pas sympa. C'est absolument pas comparable. Donc voilà, je pouvais l'avoir au téléphone. Et lui, ce qu'il regrette terriblement de notre relation, c'est absolument pas les insultes qu'il a pu proférer me concernant, mon intelligence, mon corps, tout ça, mais c'est le fait de m'avoir fait découvrir le cannabis. Et du coup, je lui disais, pas du tout. Alors là, rassure-toi, si je peux te donner des complexes, un peu de culpabilité, ce serait plutôt sur ça et ça. Mais voilà, mais ça pour le coup ça va, au contraire ça m'a justement aidé. Tout à l'heure tu parlais du fait d'apprendre à être seule. Et alors moi c'est pas parce que j'avais eu cet homme dans ma vie à qui je devais rendre des comptes tout le temps, mais c'est juste parce que j'avais jamais je pense que le conditionnement était tellement lourd sur le fait qu'il fallait que je sois en couple ou au moins désirée par un homme dans ma vie pour valoir quelque chose dans cette société, que effectivement je ne savais pas être seule. Et donc le cannabis m'a permis de réapprendre ça et de trouver du plaisir à être seule et à passer la soirée chez moi et à profiter pour onduler sur mon tapis des heures durant. Et voilà, et puis est venu un jour où ça a été
c'était le moment de me séparer d'elle, de Marie-Jeanne. Elle me faisait plus autant de bien et je pouvais voler de mes propres ailes. Du coup, j'ai arrêté, mais ça a été profondément thérapeutique pour moi. Donc, oui, je pense que parfois, bon là pour le coup c'est très encadré, c'est suivi par un médecin. Ah super. Ça dure 6 semaines. Enfin c'est quelque chose de très voilà, light, quelque chose de fait au hasard, hein, voilà. Et c'est quelque chose qui est autorisé du coup aux Pays-Bas, et c'est comme ça que je peux me permettre d'en prendre. Mais par contre, c'est totalement illégal en France, hein, donc voilà. Et effectivement, je trouve pas mal d'intérêt et un énorme soulagement, surtout sur la concentration, avec la psilocybine que j'ai peu expérimenté. Le yoga m'aide, mais ça va être un effet assez court qui va durer quelques heures après la séance, où effectivement je vais me sentir apaisée, donc plus concentrée, et voilà. Mais ça va pas durer plusieurs jours comme la psilocybine. Je comprends. Donc voilà. Et EMDR seulement maintenant, puisque avant c'était vraiment pas du tout possible. Avant, à part aller sur mon tapis de yoga, m'épuiser et pleurer en shavasana, et pas grand chose qui était possible, tu vois. Donc voilà. Mais voilà. Mais oui. Et donc pour revenir aux méditations, elles sont inspirées effectivement de tous ces corps que nous sommes et qui sont des éponges, et qui prennent en fait tout ce qu'ils subissent, tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils voient, et que toutes ces choses en fait elles passent pas juste dans notre cerveau pour s'en aller, voilà, dans notre esprit pour s'en aller. Elles ont une réelle empreinte sur nous, d'où aussi les douleurs somatiques que certaines personnes peuvent ressentir après des relations toxiques ou même pendant d'ailleurs. D'où les changements de comportement, d'où les réactions totalement incontrôlées. Bon voilà, tout ça on le voit dans les méditations. En tout cas, on essaye de poser un autre regard dessus, et peut-être de reconnaître aussi ces comportements via les méditations. Ok, trop cool. Est-ce que juste tu peux expliquer les différents corps pour quelqu'un qui ne saurait pas qu'on en a plusieurs? Alors, tu veux les 5? S'il te plaît. Donc, si tu les as en tête. Donc, dans la philosophie du yoga, on estime que on a 5 corps, qu'on n'a pas seulement une enveloppe physique, mais qu'on a voilà, une enveloppe énergétique, une enveloppe intellectuelle, une enveloppe, enfin on a plusieurs enveloppes jusqu'à notre enveloppe spirituelle qui contient la matière de notre âme. Et donc ces différentes couches sont impliquées différemment dans toutes les étapes de notre vie, dans tout ce qu'on traverse. Et au yoga, on considère beaucoup ces 5 corps. Tout ce qu'on fait, que ce soit le mouvement, la respiration, la méditation, a un lien ou interagit avec ces 5 corps. Et donc, je trouve qu'effectivement, ça se met pas mal en perspective avec toutes ces études-là. Voilà. J'essaie de faire simple parce que oui, c'est bien. Non, c'est super. C'est juste quand on sait pas, enfin, moi je sais qu'avant de découvrir le yoga, tu m'aurais parlé de plusieurs corps, j'aurais dit, what? Oui. Parce que moi, ça s'arrête à l'épiderme. Et en fait, non, en réalité, parce que si on le sent bien quand on est dans la rue et qu'il y a quelqu'un qui vient se tenir juste à côté de nous, qu'il est dans notre espace, dans notre bulle, c'est déjà nos corps non matériels qu'on voit pas, mais nos enveloppes, des couches supérieures, quoi. Et donc pas visible à l'œil nu. Effectivement, je trouve aussi que la philosophie du yoga, ça peut être un petit peu inaccessible parce que c'est des notions qui sont tellement éloignées de ce que nous on apprend en Occident, et parfois il y a des concepts voilà, qui nous sont tellement étrangers que effectivement visualiser qu'on a 5 corps et qu'on a un corps mental, un corps en prana et un corps, enfin tu vois, pranayama kosha, et genre, enfin je pense que
c'est pas forcément super facile à concevoir. Donc, expliquer ça de la manière la plus simple, c'est effectivement, je trouve que l'exemple du métro, avec les gens qui sont autour de toi, dans ton espace, voilà, ça parle bien. Oui, c'est un bon exemple, tu vois, parce que c'est pas des notions que je trouve super faciles et super accessibles, quoi. Non, c'est clair, c'est clair. J'ai une dernière question avant de conclure. Elle n'était pas dans la préparation de l'épisode, mais c'est juste parce que ça me taraude énormément en ce moment. Déjà parce que je suis confrontée à cette situation dans ma vie actuellement en étant de l'autre côté, dirais-je, de la situation. C'est pas très clair, mais bon, ça va faire du sens dans 2 secondes. Mais voilà, j'en ai parlé beaucoup dans mon interview justement de mon amie thérapeute Chanou récemment, et puis je m'interroge aussi beaucoup du coup parce que je vis cette situation actuellement, mais sur comment est-ce qu'on peut venir en aide de femmes qui sont dans cette situation, donc en l'occurrence quand ce sont des amis. Comment on fait pour les aider, parce que je sais, pour avoir été dans leur situation dans le passé, que c'est difficile. Moi personnellement, j'étais pas dans le déni, je savais que j'étais dans la merde, mais on avait beau me dire sors de la merde, je continuais de nager dans la merde. Et voilà, donc en gros, résumé avant de partir dans tous les sens, en gros ma question c'est quel conseil tu voudrais donner à une femme qui est dans une relation toxique pour s'en sortir, et quel conseil tu voudrais donner à une femme qui a une amie dans une relation toxique pour l'accompagner et l'aider à s'en sortir? Alors, une femme qui est dans une relation toxique et potentiellement violente, enfin violente physiquement, je lui dirais que même si ça lui paraît pour l'instant inutile et insensé, de garder toutes les preuves et de les envoyer par mail à une amie ou à une autre adresse mail en dehors. Parce que si jamais elle est vraiment sous emprise, la personne avec qui elle vit, elle fera tout pour supprimer les preuves de sa maltraitance et son emprise sur elle. Et elle y arrivera. Donc, il faut absolument qu'elle communique tout ce qu'elle a et qu'il montre son quotidien, qu'elle l'envoie à quelqu'un en dehors de chez elle. Parce que peut-être bien qu'un jour, ça la sauvera, en fait. Et ça lui permettra peut-être d'accélérer son processus de guérison en ayant une justice, un procès, un jugement qui ira en sa faveur à elle. Et c'est vrai que ça accélère quand même la guérison quand on est reconnu comme ayant été victime de ça et que l'autre est reconnu coupable. Pour la personne qui a son amie, qui est spectatrice en fait et qui voit son amie faire ça, c'est hyper difficile d'être dans cette position parce que je pense que c'est un peu comme la dépression en fait, tant qu'on n'a pas eu soi-même le déclic et qu'on n'a pas décidé que cette fois c'était vraiment terminé, toutes les personnes autour de nous auront beau intervenir, on fera rien en fait, on mettra pas fin à la relation. Donc je pense qu'il faudrait lui mettre à disposition effectivement les numéros de professionnels ou d'hébergement d'urgence pour les femmes qui ont besoin d'aide à disposition. Parce que ça c'est l'un des premiers problèmes, hein, c'est l'hébergement d'urgence quand en pleine nuit il y a une crise de violence ou de couple et qu'on sait pas où aller, quoi. Donc hébergement d'urgence à disposition, et puis lui montrer qu'on est là, qu'on est prête à l'écouter sans la juger, et puis lui répéter que quand on se fait du mal comme ça, quand on se rabaisse, quand on rabaisse les gens, quand on cherche pas leur bonheur, quand on en fait c'est pas de l'amour. C'est à aucun moment de l'amour. Et je pense qu'à force de le dire, au bout d'un moment, ça finit par résonner, quoi. Mais à part être là, écouter, sans jugement, sans lui dire « mais enfin, pourquoi tu pars pas ?»
C'est plus facile. Voilà. Ouais. Juste être là et écouter, lui montrer que vous êtes disponible, pour l'écouter. Je pense que c'est le plus important et c'est ce qui va la pousser à vous parler de plus en plus, puis à se confier et puis un jour à venir peut-être chercher votre aide pour enfin s'en sortir, quoi. Voilà. Merci beaucoup pour cette super réponse, surtout pour la première réponse. C'est vrai que j'y aurais jamais pensé, mais c'est vrai que ça fait tellement de sens. Moi, j'ai déjà recommandé à des amis d'écrire, tenir un journal de ce qui se passait et tout, ne serait-ce que pour valider quand ensuite elles sont gaslit. Ouais. Non, c'est comme ça que ça s'est passé. L'histoire va pas être réécrite, mais le fait d'envoyer les preuves par mail, c'est effectivement une très très bonne idée. Du coup, est-ce que tu as envie de faire la promo de Beams Yoga? Est-ce que tu as envie de parler un peu plus du programme comme il est maintenant? Tu avais dit tout à l'heure qu'avant il durait 3 mois, maintenant combien de temps est-ce qu'il dure? Voilà, partage tout ce que tu as envie de dire à ce sujet. Donc là on est à l'époque où on tourne ce podcast, on est en fin octobre 2024. Donc le programme il est en pleine refonte, il est prêt à sortir sous sa version 2024 voilà. Oh yeah. Oh yeah. Il sera donc moins long puisqu'il fera seulement 2 mois au lieu de 3. Par contre, il sera plus riche avec toujours le même nombre de cours de yoga, mais par contre, il est enrichi en exercices de groupe. Puisque j'avais fait le test sur le premier programme et c'était quelque chose qui était très apprécié, de trouver effectivement le soutien d'une communauté, des personnes pour échanger, qui avaient vécu la même chose et d'avoir des retours aussi extérieurs, d'être encouragé en fait par une communauté bienveillante. Donc il y aura plus d'exercices et plus d'ateliers en fait en groupe. Il sera toujours couplé avec la retraite de 5 jours qui du coup suit l'intensité, l'engagement et la transformation du nouveau programme. Donc voilà, attendez-vous à vivre une expérience assez prenante et transformatrice. Yeah, Bloom. Et bien sûr, puisque la guérison, on sait très bien et on l'a vu, je l'ai vu avec moi-même, que ça dure pas juste 8 semaines et 5 jours de retraite, ça dure plusieurs années. Pour continuer, il y a la plateforme en ligne sur laquelle il y a des cours qui sont postés chaque semaine pour continuer effectivement de pratiquer, même si vous habitez pas à Paris, même si vous habitez au bord de la mer et que vous avez de la chance. C'est clair. Et pour rejoindre le programme, vous pouvez soit donc aller sur le site beamsclub.fr, soit nous retrouver sur Instagram sur Marie Truchot, ou bien vous inscrire directement à la newsletter via le site. Super, merci beaucoup. Merci à beaucoup. toi. Et pensez à vous inscrire aux newsletters des gens, c'est super important, je le répète tout le temps. Si jamais, déjà, comme je disais au début, Instagram nous montre bien ce qu'il veut. Et puis, si jamais on a notre compte qui est supprimé, qu'on puisse toujours rester en contact, c'est important. Et du coup, c'est marrant, j'y pensais, Beams, ça me fait penser un peu à Bloom dans l'idée. Déjà, c'est 2 B majuscules, 2 mots très courts et tout. Et j'ai vu d'ailleurs que pour un post promotionnel de Beams, tu avais partagé cette citation Insta. C'est pas une citation d'Insta, mais c'est une citation qu'on voit beaucoup sur Insta, le fameux Bloom where you are planted. Et est-ce que tu peux dire en gros ce que ça veut dire pour toi? Pourquoi tu as partagé cette citation? Qu'est-ce que ça t'a inspiré? Parce que je pense que quand on a vécu des relations toxiques, des événements qui sont traumatiques ou des choses un petit peu difficiles dans la vie, on a tendance à se dire que l'herbe elle est peut-être mieux ailleurs, que l'autre fille là-bas elle a l'air d'avoir plus de chance et que si on était comme elle, on serait mieux, qu'on n'aurait pas les mêmes opportunités ou pas la même vie, qu'on serait plus heureuse. Je trouve que cette citation elle nous encourage à nous épanouir avec ce qu'on a, avec ce qu'on est, à assumer toutes les facettes de notre personnalité pour vivre vraiment de manière authentique. Et puis je pense que c'est vraiment en incarnant
notre véritable nous, qu'on est le plus aimé et qu'on est le plus heureux et qu'on est le plus épanoui. Voilà. Et qu'on rayonne, c'est ça que ça veut dire BEAMS, hein. Ouais. C'est irradiant. En fait, BEAMS, ça vient de to beam, donc rayonner en anglais. Et BEAMS, le nom commun, c'est des poutres de charpente qui soutiennent la maison. Ah. Donc le double sens, j'ai trouvé que c'était très cool. Very interesting. Voilà. J'adore. J'adore, super. Ben, merci beaucoup Marie pour cette formidable interview. J'adore tout ce que t'as donné, c'est hyper inspirant. Merci à toi. Merci beaucoup. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose avant que je coupe l'enregistrement ? Je rajouterais juste que je te souhaite bonne chance pour la sortie du programme parce qu'on sait que c'est un gros travail. Merci. Et que on m'avait dit, moi, à l'époque où j'ai sorti mon programme, tu sais, il y a beaucoup de messagers et il y a un seul message. Mais en fait, chaque messager est différent pour transmettre le message. Donc, c'est joliment dit. La concu, les choses qui se ressemblent, les trucs comme ça, c'est pas très, enfin, tu vois, c'est pas très important, quoi. Non, c'est clair. Voilà, on est plein de messagers différents et l'important, c'est le message. C'est ça. Et puis j'irais même jusqu'à dire qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Du coup, je suis ravie d'avoir collaboré pour cet épisode et peut-être d'autres choses. J'ai d'autres idées en tête. Je t'en parlerai après la fin de l'enregistrement. Je vais le couper déjà. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Time to Bloom podcast. J'espère que cette conversation t'a inspiré à prendre soin de toi dès aujourd'hui. Pour cela, clique sur les liens en description de l'épisode. Tu verras, comme promis, j'y ai mis le lien vers le site de Marie qui propose 7 jours d'essai gratuits sur sa plateforme en ligne et vers mon site sur lequel tu peux notamment retrouver des méditations et un workbook à télécharger gratuitement pour commencer à Beam and Bloom gratuitement dès maintenant. Voilà, le mot de la fin, c'est que en fait, que ce soit avec elle, ou avec moi, ou avec une autre Jacqueline Namasté, peu importe qui te parle, qui t'attire, simplement, en fait, déroule ton tapis et cultive le love que tu mérites. Promis, c'est que du kiff et la transformation qui en découlera va surpasser toutes tes attentes les plus folles, je te le jure. Et franchement, I'm so excited for you. Allez, à la semaine prochaine et d'ici là, prends soin de toi et de celles qui te font du bien. Bloom.